Abdelataya, vous avez publié 4 romans au Seuil, traduits en Europe et aux États-Unis, dont Le Jour du Roi, prix de Flore en 2010. Le son. Vous avez récemment réalisé un long métrage de votre roman, L'Armée du Salut. Votre engagement pour la défense des homosexuels dans les pays musulmans fait de vous le plus réputé des écrivains arabes de votre génération. Vous êtes issu d'une famille modeste, de Salé. Vous avez étudié la littérature française à l'université Mohamed V de Rabat, puis à l'université de Genève. En juillet 1999, l'année de la mort de Sa Majesté Hassan II, vous arrivez à Paris pour un doctorat en littérature française à la Sorbonne. Qu'il n'a pas terminé. Votre séjour à Paris est matériellement difficile, mais fructueux sur le plan intellectuel. Vous découvrez un autre monde. Le son, ça va pas? Ça va. Vous découvrez un autre monde qui vous inspire le don de l'écriture. En 2009, vous dirigez l'ouvrage collectif Lettre à un jeune Marocain, édité au Seuil, qui se veut une main tendue vers la jeunesse marocaine que vous estimez trop abandonnée de tous. J'ai personnellement été extrêmement touchée par la fraîcheur de votre authenticité. J'ai créé ces rencontres littéraires pour découvrir la littérature marocaine. Je la découvre puisque je lis à chaque fois l'œuvre de chaque auteur au fur et à mesure. Donc je vous ai découvert tous ces derniers mois, ces dernières semaines. Habitué à vivre ici dans une hypocrisie dans laquelle on s'habitue, c'est vrai, on s'aperçoit en vous lisant que si l'on lève le drap, notamment de ce pourquoi vous vous battez, les libertés individuelles, y compris sexuelles, il n'y a pas mort d'homme. Et c'est avec tant de tendresse et avec une telle marque de respect pour l'être humain, ses failles et ses individualités, même lorsque vous parlez de 2 jeunes hommes qui partagent la découverte des plaisirs de leur corps, de prostitution ou de bites coupées. C'est réellement d'une infinie poésie, tant vous êtes intrinsèquement dans l'humanisme de toute chose. Chacun de vos ouvrages fut pour moi de plus en plus poignant à leur lecture. Vos livres nourrissent et aident à grandir. À chacun, je me disais, waouh, pour un premier livre, puis merveilleux ce prix de Flore. Et réticente à en ouvrir un sur la transsexualité et la prostitution, tant ces parcours peuvent être douloureux à découvrir, vous nous amenez à nouveau avec votre sang dans l'écriture, en le déposant tellement finement, délicatement sur la page, que tout passe et arrive en douceur au cœur. J'estime qu'au-delà de votre talent littéraire, vos livres font partie de ceux qui élèvent les consciences. Vous dites rêver d'un autre Maroc. Vous parlez d'une société qui régresse parfois dans l'être à un jeune Marocain. Le combat est plus large que la défense des homosexuels. Dans un pays où les non-dits sont nombreux, où l'on ne parle pas de ses sentiments en famille, où l'on préfère taire les choses que les voir clamer, Abdelataya parle pour une jeunesse qui étouffe. Rêver d'un autre Maroc, pas l'actuel, pas celui des dépliants touristiques, des dromadaires et du thé à la menthe, pour seul patrimoine, mais c'est rêver d'un Maroc qui pense, qui agit, qui grandit, qui renoue avec la culture. Passer à l'écriture, pour vous, ce fut passer à l'acte. L'homosexualité n'est pas une cause, mais une liberté individuelle. Il est normal que je défende les homosexuels parce que ce sont des individus opprimés. Il y a une nécessité intérieure de ne plus vivre l'hypocrisie qui mine le Maroc. Le combat est plus large que celui de la défense des homosexuels. L'histoire des sociétés passe par les minorités qui les forcent à aller de l'avant. Vos ouvrages m'ont profondément nourri et ému, aussi par leur envergure poétique. Mais c'est avec une lettre que vous avez écrite à votre mère, qui en dit tant,
que j'aimerais ouvrir cette rencontre aujourd'hui, puisque vous avez accepté de la relire pour nous ce soir. Je suis très heureux d'être parmi vous. J'ai écrit cette lettre à ma mère en 2009. En avril 2009, j'avais parlé pour la première fois de l'homosexualité, de mon homosexualité en janvier 2006, avec une journaliste de Telquel qui s'appelle Chadouane Ben Salmia. C'était à l'occasion de la sortie du livre Le Rouge du Tarbouche. Elle avait lu le livre, elle voulait faire un portrait de moi, elle m'a posé la question est-ce que vous me donnez le droit de parler de vous, de votre homosexualité? J'ai réfléchi 2-3 secondes et j'ai dit oui. Après, il a fallu assumer les conséquences, les insultes, les menaces bien sûr, mais aussi ce chemin où il faut convaincre et faire admettre cette chose intime que les autres connaissent très bien, mais dont ils ne veulent pas entendre parler. Et quand je parle des gens intimes, je parle de la mère, des sœurs, des frères. Parce que même si on se rebelle, il y aura toujours un attachement pour la mère, pour le père, pour la sœur. Voilà. En plus, je n'ai rien contre ma mère ni contre mes sœurs. Elles aussi, elles ont vécu des choses encore plus horribles que moi. Donc j'ai écrit cette lettre parce que le ministre de l'Intérieur marocain, je crois il préparait des élections, avait publié un communiqué où il disait qu'il était contre tous ces gens qui ne cessaient d'offenser les Marocains et l'identité marocaine, et qui ne cessaient de parler de sujets, de thèmes qui ne vont pas avec les traditions et les valeurs de ce pays. Et c'était écrit nommément dans le communiqué, et ceux surtout qui font la promotion de l'homosexualité au Maroc. Alors je me suis senti évidemment directement visé, parce que je pense que je dois être toujours le seul, avec Rachid O et Hicham Tahir, les deux autres jeunes écrivains marocains homosexuels, à parler d'homosexualité, à essayer en tout cas que ce thème, que ces êtres ne vivent pas toujours dans la honte. Alors dans un premier temps, j'ai pensé écrire au ministre. Je me suis dit pourquoi pas répondre directement à cet ordre, à ce mépris jeté comme ça de moi, des gens comme moi, en pleine figure. Et après, je me suis rendu compte que ma lettre que je lui enverrai, que j'allais lui envoyer, allait rester sans doute sans réponse. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire à ma mère. Je me suis dit, ma mère ne va pas me répondre, peut-être, mais ce que je vais lui dire, elle le saura. Et donc voici ce que je lui ai écrit, à elle et à ma famille. Ma chère famille, c'est la première fois que je vous écris une lettre pour vous tous, pour toi, ma mère Mbarka, pour vous, mes sœurs, et pour vous, mes deux frères. Je vous écris par mon cœur et ma peau ces lignes qui sortent enfin de moi et qui me viennent aujourd'hui dans l'urgence. Je ne peux pas les dire, les tracer, vous les envoyer. Je ne peux pas ne pas les lire, les dire, les tracer et vous les envoyer. Expliquer ma démarche, ce que je suis, ce que j'écris et pourquoi je le fais. Expliquer, oui, expliquer davantage parce que j'en ressens la nécessité intérieure et parce que vous, ma famille, n'avez pas pris la peine de lire et de bien lire ce que j'ai publié, les articles et surtout les livres. Expliquer parce que depuis longtemps, c'est ce qui nous manque au Maroc, qu'on nous considère enfin comme des êtres dignes de recevoir des explications, qu'on nous implique vraiment dans ce qui concerne ce pays et qu'on cesse de nous humilier jour après jour. Je sais que je suis, pour certains, pour vous, scandaleux, et pour les autres tout autour de vous, les voisins, les collègues au travail, les amis, les belles-mères, les beaux-pères, etc. Je sais à quel point je vous cause involontairement du mal et des soucis. Je m'expose en signant de mon vrai prénom et de mon vrai nom. Je vous expose avec moi, je vous entraîne dans cette aventure qui ne fait que commencer pour moi et pour les gens comme moi, exister enfin, sortir de l'ombre, relever la tête, dire la vérité, ma vérité, être Abdallah, être Tahir, être les deux, seuls et pas seuls à la fois.
Au-delà de mon homosexualité que je revendique et assume, je sais que ce qui vous surprend, vous fait peur, c'est que je vous échappe. Je suis le même, toujours maigre, toujours cet éternel visage d'enfant, et je ne suis plus le même en même temps. Vous ne me reconnaissez plus, et vous vous dites, mais d'où lui viennent ces idées bizarres? D'où lui vient cette audace? On ne l'a pas éduqué comme ça. Non seulement il parle publiquement de sa sexualité, non, cela ne lui suffit pas, il parle d'homosexualité, de politique, de liberté, mais enfin, pour qui se prend-il? Je viens du Maroc, je connais le Maroc, réussir, exister, c'est avoir de l'argent, écraser les autres avec son argent. Depuis que je suis né, en 1973 à Rabat, c'est cela l'idéal marocain, le modèle à suivre. Comme vous, je suis né pauvre, j'ai grandi pauvre à Salé. Je reste d'une certaine façon, aujourd'hui encore pauvre. Mais moi je refuse cet idéal marocain stérile, cette platitude. Il ne me convient pas. Je le dépasse. L'idéal marocain, moi, à mon petit niveau, je le réinvente, je le remplis avec un nouveau contenu, avec du sens, du courage et du doute. C'est cela au fond qui vous choque. Je me révèle autre, quelque chose que vous n'avez pas prévu, vu venir, un monstre. En plus, à côté de vous, j'ai toujours été tellement gentil, tellement studieux et bien élevé. Vous devez vous poser chaque jour, maintes fois, la même question. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait pour mériter ça, ce scandale et tout ce tralala? Vous devez certainement me détester maintenant, me maudire certaines fois. Pour vous, je ne suis sans doute plus un bon musulman. Vous devez aussi avoir peur pour moi. Je prends des risques en m'exposant ainsi dans les livres et dans les journaux. Ma mère, je sais que tu n'es pas d'accord avec ce que je suis, avec mes choix. Chez nous, tu as toujours été le guide, la stratège, la révoltée, la réalisatrice. Ma mère, même analphabète, à toi toute seule, durant les 25 années que j'ai passées à côté de toi, tu étais une école de féminisme. Et quelle école? Je t'admire, je fais mieux que de t'aimer. Je le répète, je t'admire. Tu as imposé tes choix à mon père, à nous. Tu as réalisé ton œuvre, la maison, dans notre quartier de Haïsselam. C'est toi qui as économisé de l'argent, qui as acheté du ciment, du sable, des briques. Toi qui as engagé les maçons et négocié avec la préfecture et le Mqaddam. Tu as compris tôt que tu n'avais pas d'autre choix que celui d'être un homme à la place des hommes, mieux et plus courageuse que tous les hommes qui nous entouraient. Certes, ta détermination à aller jusqu'au bout des choses devenait certains jours de la dictature. Certes, ta façon de parler, c'était le cri, encore et encore le cri. Certes, il était impossible de discuter avec toi, mais quand même, que de leçons apprises à tes côtés. Ma mère, ton père, ma mère, ton prénom est magnifique. Mbarka, il vient de la campagne d'Oulad Brahim. Ton histoire et ton itinéraire, de Tedla à Salé, en passant par l'Indochine, en ce qui concerne ton premier mari, en passant par El Jadida et Rabat, quand je me les remémore, tout cela me ravit. C'est une épopée, sans larmes. Tu n'as jamais renoncé. Tu n'as pas toujours été juste, surtout avec mes sœurs. Mais aujourd'hui encore, chaque matin, je te tire mon chapeau et je reconnais volontiers mes dettes envers toi. Ta langue, ma mère, c'est ma langue. J'écris en m'inspirant de ta façon poétique de voir le monde et d'inventer des rituels étranges et qui sont tellement beaux et envoûtants. J'écris en me rappelant tes cris. Je crie aujourd'hui pour rendre hommage à tes cris, les fixer, les donner à voir, les faire entrer dans les livres, dans la littérature. C'est cela, entre autres, mon ambition. Tes cris à toi, ma mère, comme une image du Maroc. Ton prénom, Mbarka, comme symbole de la femme marocaine. Ma mère,
Je peux faire tout cela pour toi. C'est cela, c'est ma seule richesse, mon cadeau et mon devoir. Ma mère, le Maroc, ce n'est pas les autres, le gouvernement, les religieux, les éternels moqueurs, les casseurs, les empêcheurs, les jaloux, les mesquins. Le Maroc tout entier, celui que j'ai en moi et celui à qui je parle aussi à travers cette lettre, c'est toi. C'est un Maroc qui n'est pas parfait, un Maroc dans la tension, la fièvre, un Maroc dans l'élan, un Maroc dans la possession. Ma mère, ce que disent les autres de négatif sur moi, je m'en moque. Ce que tu dis toi, et même si je ne suis pas d'accord avec ta dictature, je l'écoute et je l'analyse. Et j'ai envie de te répondre. Le Maroc, c'est toi, ma vérité, mon jeu, J-E, mon jeu dont fait partie, que je le veuille ou non, mon homosexualité, mes livres publiés et à venir. C'est pour toi. C'est important pour moi que tu m'écoutes à ton tour, que tu saches que je suis comme toi. Pas dans la même révolte que toi, mais quand même comme toi. C'est toi, Mbaka, que j'ai envie de convaincre. Nous nous téléphonons souvent, et je ne peux pas tout te dire au téléphone. Je redeviens un enfant timide et un peu imbécile. Je te l'écris, crois-moi, ma mère, je n'ai aucune envie de te salir, de t'abaisser, de t'inonder de honte, comme on dit. Mais la vérité, ma vérité, j'ai besoin de te la révéler, te communiquer ce qui change en moi, au Maroc. Le changement passe d'abord par toi. Je n'ai pas d'autre choix que celui de t'imposer les miennes. Tu vas crier, tu as crié, on va encore se déchirer, ce n'est pas grave. Je n'aime pas la tranquillité. Le portugais Fernando Pessoa, est mon poète préféré, l'écossais Francis Bacon, est mon peintre favori. Tout ça a été écrit en 2009, j'ai pas mal évolué depuis. La française d'origine algérienne Isabelle Adjani est mon étoile. Aucune de ces trois personnes n'était ou bien née dans le calme. Tu ne le connais pas, je répète leur nom, ce sont des artistes très importants pour moi et mon engagement dans la vie. Fernando Pessoa, Francis Bacon, Isabelle Adjani. Tu es analphabète et tu ne connais rien à la culture? Permets-moi d'en douter. Tu connais le mystère, ma mère. Tu connais le monde invisible, tu connais la transgression. La culture, toute culture n'est que cela. Dire ce qu'on voit, dire ce qui vient. Imposer sa différence, imposer sa langue, se dépasser, se transformer. La littérature, le cinéma, la peinture ne sont que cela. La révélation, puis la révolution. Dis cela à mes sœurs et à mes frères. Mon ambition, ma petite modestie, mon intransigeance. Je ne suis pas le seul au Maroc, ma mère. Quelque chose a commencé dans ce pays. Une réelle rupture que je sens au fond de moi par rapport aux générations précédentes qui soit ont abdiqué, soit ont été récupérées. Cette nouvelle génération, c'est le 21e siècle. On essaie de nous intimider, de nous ramener à un soi-disant ordre moral et nous faire revenir à nos soi-disant valeurs fondamentales. Lesquelles d'abord, et qui décide que c'est de ces valeurs-là que le Marocain d'aujourd'hui a besoin. Le monde traverse une crise sans précédent en ce moment, donc avril 2009. Le monde fait son autocritique, bouge. Le monde accueille Barack Obama comme un immense espoir. Et que fait-on au Maroc? On nous fait peur encore une fois. Vieille recette, on nous ramène en arrière. Jusqu'à quand cet aveuglement? Jusqu'à quand cette arrogance? Jusqu'à quand va-t-on continuer d'ignorer, de tuer la jeunesse de ce pays? Jusqu'à quand cette politique qui fait semblant? Le Maroc ne mérite-t-il pas mieux? Le Maroc ne mérite-t-il pas une vraie modernité, une réelle révolution des mentalités?
À y regarder de près, cette révolution a déjà commencé. Le seul problème, c'est qu'on ne veut toujours pas le voir. Certains au Maroc ont visiblement intérêt à ce que notre identité marocaine ne change pas d'iota. Or, cette identité, cela fait des années qu'elle n'est plus la même. Les jeunes Marocains d'aujourd'hui ont d'ailleurs tout compris à cette question complexe. Ils sont même très sophistiqués dans leur réflexion à propos de ce sujet. On pourrait même dire qu'ils sont d'une certaine façon déjà dans la post-modernité. Mais qui comprend ça au Maroc? Qui va les aider dans ce changement? Qui va les rattacher différemment au Maroc et leur rendre confiance dans ce pays? Pardonne-moi ma mère, je parle comme dans les livres peut-être, mais vous mes sœurs et vous mes frères, vous comprenez ce que je dis là. Vous avez fait des études comme moi, vous avez comme moi lu les livres que nous ramenait notre père Chaouch à la Bibliothèque Générale de Rabat. Vous avez les moyens intellectuels pour saisir ce que je dis. Ne me dites pas que je parle dans l'air, que je m'emporte pour rien, que mon combat est perdu d'avance. Ne me dites pas de rentrer dans le rang comme les autres, de continuer à être et à faire le pauvre, de m'aligner, de dire ce ne sont pas mes affaires. Je ne peux pas. Je suis dans l'écriture, c'est-à-dire dans une certaine responsabilité vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de la société d'où je viens. Je suis, malgré moi, dans le questionnement. Un livre, ça vient de soi, ça interpelle le monde, la société. Je ne peux pas faire les choses à moitié. Il faut, et j'assume jusqu'au bout. Je n'ai plus envie de baisser la tête. Je ne suis pas un héros. C'est juste que je ne supporte plus l'hypocrisie et ses ravages au Maroc. Je ne supporte plus qu'on donne de nous des images clichés, folklorisées pour attirer le touriste. Je ne supporte plus qu'on ne voit pas la richesse réelle de ce pays, l'imaginaire, les histoires, le mystère et la vraie rébellion. La jeunesse. Je ne supporte plus qu'on n'aide pas assez le Maroc à se relever et à grandir. Je ne supporte plus ce système qui casse du matin au soir le Marocain et qui fait taire les voix nouvelles qui immergent pour dire ce pays autrement. Je ne supporte plus cette médiocrité et cette petitesse qu'on nous impose, y compris chez les intellectuels. Le Maroc est pour moi plus grand que tout cela. À nous de le révéler au mieux, même si pour cela il faut se battre, mener la guerre, donner à certains l'impression de trahir. Ma chère famille, je vous tends la main, c'est sincère, c'est naïf, c'est moi. Je suis comme ça, je ne vous demande pas de comprendre mes névroses, ni de m'aider à m'en sortir, non. Je vous prie de ne pas me faire sentir que je suis un paria, un mécréant. Je suis à ma façon dans la continuité de votre histoire, de notre histoire, des origines. Je ne peux rien vous offrir pour que vous soyez socialement fiers de moi. Aujourd'hui, là n'est pas mon but. Je n'aime pas la fierté, sentiment qui bloque. Je rêve de dialogue, un dialogue impossible jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas dans la minorité. Je suis vous, avec vous, toujours avec vous, même quand je brise les tabous, même quand je vole vos vies pour les transformer en fragments littéraires. Dans mes livres et dans mes conférences, je vous défends, je vous dis, je vous fais exister encore plus en disant ton fils, ton frère est pédé, ils aiment. Vous répondiez non, il n'est pas Zamel, il est Nathalie. Un mot, un petit mot, tout simple et qui change tout. Un mot révolution. À vous de voir. Je n'exige rien. Je veille, je vole comme je peux, je prie comme ma mère, comme toi ma mère. À ma manière, j'écris. Il y a chez nous cette chose. Il y a chez nous cette chose terrible. La haine du Marocain. D'où vient-elle? Pourquoi est-elle encore là? Pourquoi ne pas oser être soi?
se libérer même dans la provocation et le scandale. De toute façon, il n'y a pas d'autre moyen. Autant oublier la peur et aller nu affronter le monde. Voilà, encore une fois, dans la tendresse, ma vérité pour vous. Je n'aime pas les affrontements inutiles, je suis pour les batailles nécessaires. Celles que je mène avec et contre le Maroc est utile, je le pense sincèrement. Je ne dois pas être le seul, je peux parler, je peux écrire, pour moi et pour les autres. Je le fais, c'est un devoir. Salam chaleureux à vous tous. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal évolué depuis. Parce que j'ai écrit tout ça en 2009. Donc on est en 2015, et donc 6 ans, 6 ans passés. Il y a eu beaucoup de choses, et notamment cette chose extraordinaire, en tout cas à l'échelle de mon histoire personnelle à moi, et qui s'appelle le printemps arabe. On peut l'appeler par d'autres mots, d'autres désignations, mais pour moi, je parle de ce moment qui a commencé fin 2010 en Tunisie, qui s'est propagé dans le reste du monde arabe. Et même si les conséquences, pour l'instant, politiques, sont de l'ordre peut-être sont des conséquences fâcheuses et tragiques pour certains pays, je pense qu'on n'a pas le droit, en tout cas moi, c'est quelque chose qui me tient véritablement à cœur. Je trouve que c'est très triste, et même encore plus tragique, que ce moment de grande vérité que la jeunesse arabe a pu offrir au monde arabe et la jeunesse marocaine ici, à travers le mouvement des 20 février, tout ce que ces jeunes ont pu faire basculer et faire arriver dans cette zone, c'est très triste qu'on dise, et ce que j'entends aujourd'hui, mais la printemps arabe n'a servi qu'à nous faire plonger encore une fois dans le chaos et dans le désastre. Ce n'est pas vrai. Je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui ont intérêt justement à ce que le monde arabe sombre de nouveau dans le chaos. Or, les jeunes qui ont commencé, qui ont initié cette révolution, d'une part, ne se réclamaient ni de la religion ni des islamistes, et d'autre part, ils initient quelque chose de réellement nouveau et très très inspirant pour tout le monde. Voilà. Donc c'est cela qui a changé fondamentalement depuis cette lettre. Vous dites je rêve de dialogue. Ces 5 dernières années, vous avez beaucoup écrit, beaucoup dialogué, vous êtes beaucoup exprimé. Est-ce que ça a changé quelque chose avec votre rapport à votre famille et à votre mère? Alors, comme je l'ai dit... Je sais que vous étiez ce matin à Salé en famille. J'étais avant-hier et hier à Salé pour voir mes soeurs. Ma mère est décédée en 2010. Je disais tout à l'heure que le lien qu'on a avec les êtres les plus proches, et surtout les frères et les sœurs, les parents, c'est un lien qu'on ne peut pas enlever. Je veux dire, je peux être avec eux en total désaccord politique ou intellectuel ou je ne sais quoi, mais ça n'enlèvera rien de tous ces moments de vie que j'ai vécu avec eux et à côté d'eux. Et moi, avec mes sœurs, avec mes frères, avec ma mère, j'ai vécu des choses pas seulement bouleversantes. On a connu la faim. C'est-à-dire on avait tous faim en même temps. Donc il y avait des jours où il n'y avait rien à manger. Et donc, quand vous avez été 11 personnes dans la même maison et que vous n'avez rien à manger, le lien qui se crée entre les gens, entre ces corps, est quelque chose d'éternel. Alors après, le fait qu'il... Vous parlez d'une sorte d'incompréhension. Mais l'incompréhension, elle vient de... je pense, au fond, l'incompréhension ne vient pas d'eux en tant qu'individu, mais ça vient de la société et de ce qu'elle offre à ces individus et les rôles sociaux que ces individus sont sommés de jouer, y compris les uns avec les autres, dans les lieux les plus vrais, les plus nus, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison. Parce qu'au fond, moi je ne pense pas être... comment dire ça? Ce n'est pas parce que je suis homosexuel
que je suis plus rebelle que mes sœurs ou que ma mère. Ça, c'est totalement faux. Si je pense ça, que je suis plus intéressant parce que je suis homosexuel, que j'ai pu faire des choses, que j'ai écrit des livres, et donc parce que eux, j'estime que eux, ils sont encore dans le marasme de la société et qu'ils n'ont pas pu se libérer, c'est à cause d'eux. Ça, c'est totalement... Ça serait faux. Je voulais savoir si, grâce à la littérature, en particulier et à vos écrits, ça avait permis un autre regard, une tolérance, en particulier avec votre famille, et aussi quand vous venez au Maroc, puisque vous vivez à Paris. Mais cette tolérance, elle existait déjà quand je vivais avec eux. C'est-à-dire, certes, ils ne m'ont pas compris, ils ne m'ont pas tendu la main, ils étaient parfois méchants, et qu'ils me disaient que j'étais fou et tout ça. Mais ils ne m'ont pas protégé quand il y avait des choses qui se passaient dans la rue avec certains hommes qui étaient très très violentes. Même si j'avais parfois de la haine pour eux aussi, mais on était 9 personnes, donc 9 enfants et les parents, donc c'était 11. Donc c'était pour être juste et objectif, je ne peux pas me dire moi, j'ai subi plus d'injustice que mes frères et sœurs. Ça serait faux. Ça serait faux et ça serait trompeur et ça serait un mensonge par rapport à ce qu'on vit. Ce que vivent tous les Marocains au quotidien, c'est que par rapport à un système politique et social, ils n'ont pas d'autre choix que de biaiser, de faire les malins pour pouvoir survivre. Et en faisant les malins, ils sont déjà dans quelque chose de l'ordre de la transgression. Qu'ils ne puissent pas exprimer ces transgressions-là et les assumer publiquement, aujourd'hui à 41 ans, c'est le Abdellah de 41 ans qui doit dire ça. Aujourd'hui à 41 ans, je dis que ce n'est pas totalement de leur faute. Il y a un système politique, il y a un système social qui charge les individus de se surveiller les uns les autres. Bien sûr. Est-ce que ça a changé envie de les défendre en 5 ans? Non, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, ma mère est morte. Et la mort, le fait qu'il n'y ait plus, mon père est mort en 96, le fait qu'il n'y ait plus ce noyau, voilà, cette femme, ce corps qui faisait qu'il y avait quand même quelque chose, un lien, a fait évoluer des choses dans ma tête. Mais je ne suis pas en train de dire que je leur en veux toujours. Mais j'ai 41 ans. Je ne peux pas, même si je n'ai rien résolu de mes névroses, de mes problèmes psychologiques, je ne peux pas continuer à vivre à 41 ans en disant toujours ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, ils n'ont pas été là, ils n'ont pas été... Ça ne fera pas avancer les choses pour les neveux, pour la famille et pour ce pays. Je pense qu'à 41 ans, mes névroses qui ont été construites à côté d'eux, il faudra que je les gère tout seul désormais. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a un système social, ce système, tout le monde n'a pas la capacité de voir qu'il est juste un pion dans ce système, que quelqu'un d'autre a décidé pour lui de jouer tel ou tel rôle. Même quand on dit les traditions, même quand on dit l'identité marocaine et tout ça. Mais tout ça, c'est décidé d'en haut, tout en haut. Et les individus ne font qu'appliquer les choses. En fait, j'ai envie de les défendre. Je les ai suffisamment attaqués, je les ai perturbés. Je parle de ma famille. Je les ai secoués. Et même quand je les ai secoués fort et violents et qu'au téléphone ils pleuraient et que je pleurais, ils continuaient de m'appeler. Et ça m'a touché. Aujourd'hui, un dialogue s'est ouvert davantage. C'est pas... Alors, le dialogue, mais rien que le fait qu'il m'ait appelé, c'est déjà énorme. Ma mère ne m'a jamais dit « tu n'es plus mon fils ». Alors que je disais des choses dans la presse, je parlais ouvertement, et on sait très bien, pour les gens modestes et pauvres, ce que ça signifie que quelqu'un de leur fils ou leur enfant exprime les choses publiquement et que quelqu'un leur rapporte telle ou telle chose.
Il faudra comprendre ça, c'est-à-dire que même moi, quand je parlais et que j'exprimais les choses, je savais les répercussions de tout ça que ça allait avoir aussi sur eux. Ça ne m'empêchait pas de le faire, mais je savais ce qu'ils allaient aussi vivre avec moi. Et malgré tout ce qu'ils vivaient, qui n'était pas simple à gérer aussi pour eux, parce que je vous rappelle que je vis à Paris, ce qui est aussi une forme de protection pour moi, même si tout ça était dur aussi pour eux, et même s'ils avaient un problème avec mon homosexualité et tout ça, ils ont continué à m'appeler. Ils ont tous continué à m'appeler. Est-ce difficile pour vous aujourd'hui de venir au Maroc? Non, ce qui est difficile, c'est pour moi, c'est que je me rends compte que je suis devenu un peu jaloux parce qu'ils ont construit des... Je ne vais pas dire des familles, mais un peu cette idée de... On appelle ça de l'arbelage. Je me rends compte malgré moi, évidemment, que sur l'homosexuel, il y a une forme de malédiction que je porte en moi, que je le veuille ou pas, même si je me libère, même si je parle, même si j'ai fait des livres, etc., il y a quelque chose qu'ils ont, que je ne pourrai jamais avoir. Et donc, maintenant, je suis un peu jaloux de... Entendu. Je vous demandais si c'était difficile de venir au Maroc par rapport au peuple marocain. Non, c'est sincèrement, j'ai toujours... alors, il y a deux choses. Je pense que ceux qui ont réellement lu mes livres, et qui ont lu, par exemple, comme la lettre que je viens de lire, ils ne peuvent pas m'enlever, je ne vais pas parler de talent, ils ne peuvent pas m'enlever ce lien que j'ai avec ce pays qui transparaît dans tout ce que j'écris, dans tout. S'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils voient qu'il y a... c'est même pas une forme d'hommage, je ne rends pas hommage au Maroc. Il y a une forme de complexification, si je peux dire, de ce que c'est le Maroc à travers mon regard. Donc si ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ces Marocains, quand ils me lisent, ils voient ça. Je pense que... Et l'authenticité que vous avez d'être ce que vous souhaitez être? Alors, ce que je souhaite être, ça c'est quelque chose que je construis en dehors des livres. Ce que je construis dans les livres, j'espère qu'on ne va pas m'enlever ça, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler une œuvre. Voilà. Moi je voudrais construire des livres avec des thèmes, avec des choses qui se bouclent, et que si un jour quelqu'un lit mes livres, je sais pas, je pense pas que je vais écrire toute ma vie, et qu'ils disent qu'il y a une œuvre. En revanche, là, avec quoi j'ai un problème, moi, au Maroc, et ça c'est quelque chose qui vient de très loin, c'est une forme de, et ça j'en parlais l'autre jour à la librairie à Tanger, c'est une forme de colonisation qui existe encore dans les têtes des Marocains, des têtes des gens qui dirigent le pays, c'est-à-dire l'élite intellectuelle et l'élite économique. J'ai l'impression qu'il y a une certaine idée française, l'idée de parler en français, ça fait, au Maroc, ça fait chic, et ça fait qu'on a un certain pouvoir, et qu'on est au-dessus des autres. Quand on est pauvre, en tout cas comme moi, je suis toujours pauvre de certaine façon, mais disons que j'ai vécu 25 ans au Maroc, et je sais ce que c'est le contact avec le riche marocain, et le rabaissement que j'ai dû subir, et je les ai vus, je les ai entendus à côté de moi, switcher, si je peux dire, tout d'un coup, parler en français, croyant que moi je n'allais pas comprendre, et dire des choses, et puis des regards, et tout ça. Et ce rapport à la langue française, c'est pas que je pense, il continue aujourd'hui au Maroc. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me choque, m'horripile profondément. Parce qu'il y a quelque chose de politique, et je pense qu'il y a quelque chose de politique, encore une fois décidé en haut et impliqué par certains, et qui fait que quelqu'un comme moi, quand il arrive, quand il y arrive, et qu'il a quand même des livres, on lui dira toujours « Ah, mais c'est... » Je sais pas comment dire, mais je parle des Marocains d'un certain niveau intellectuel. Ils diront toujours « Ah oui, bon, ça manque de vocabulaire, c'est pas assez profond, c'est pas l'habit, c'est pas Drishraibi,
c'est Bahreddin et tout ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression que l'idée que parce qu'on parle français, on est supérieur aux autres au Maroc, c'est quelque chose qui, moi, c'est quelque chose dont j'ai toujours souffert et qui... Pourquoi vous avez choisi d'écrire en français? Mais je n'ai pas choisi, c'est Isabelle Adjani. C'est le cinéma, je ne peux pas, honnêtement, je ne peux pas vous dire que j'ai eu un moment où j'étais dans l'amour de la langue française ou l'amour de la littérature française. Je n'ai jamais connu ça. Mais en revanche, je peux dire qu'à un moment, à l'âge de 13 ans, j'ai compris que cette chose qui s'appelle Paris, c'est un lieu où je pourrais aller, m'échapper à ma famille et faire des choses. Mais faire des choses pas à la française ou bien comme un intellectuel marocain qui aurait étudié à la Sorbonne et revenu au Maroc pour appliquer les théories qu'il aurait appris là-bas, mais aller à Paris en essayant d'être malin comme le petit pauvre marocain que j'étais à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire avec la conscience de la réalité que j'avais à l'époque, et ce que je voyais ma mère faire, ce que je voyais mon père faire, comment ils faisaient quand ils allaient voir la police, comment ils faisaient pour que on ait crédit chez l'épicier, comment il y avait quand on allait chez les voyantes, tout ça, c'est-à-dire cette façon d'être dans le monde d'une manière assez... Le cinéma aussi a contribué à vous amener à Paris. Il semble que c'est l'art qui vous a touché en premier, avant la littérature. Mais le cinéma comme une possibilité de me projeter et de réaliser des choses. Et non pas le cinéma comme « Ah, je voudrais faire des choses comme Jean-Luc Godard ». Non, je ne dis pas que je vous dis ça, mais pour moi c'est très important de préciser ça. De préciser que il y a la réalité que j'ai connue jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est ce qui va dominer toute ma vie. C'est cette réalité-là, ce rapport-là au monde qui va toujours dominer. Or, ce rapport au monde s'est passé dans la grande pauvreté, dans le grand dénuement, les pieds nus, dans la sexualité, les viols, les cris, et aussi beaucoup de malignité. Malignité, quand je dis malignité, comme pour moi, les Marocains, c'est des gens malins. C'est-à-dire qui, dans la réalité, ne se laissent pas faire. Donc, s'ils ont face à une situation, ils trouveront toujours le moyen de se débrouiller pour obtenir ce qu'ils veulent et faire plier la réalité. Et ça, c'est ce que j'ai toujours vu ma mère faire. Et donc, quand je disais j'ai rêvé de Paris, je n'ai pas rêvé de Paris pour dire ah, c'est Victor Hugo ou Arthur Rimbaud. J'ai rêvé à l'âge de 13 ans de Paris, il y avait quelque chose, un prolongement du cinéma, des films égyptiens. Et il y avait cette école à Paris qui s'appelle l'IDEC, qui s'appelle aujourd'hui la FIMIS. Je me suis dit, j'irai là-bas et je continuerai à guerroyer, si je peux dire, comme ma mère. J'espère que c'est clair, parce que pour moi, c'est très important, cette histoire d'où vient la vérité d'un être. La vérité d'un être ne peut certainement pas venir des livres et des théories intellectuelles qu'il a découvertes à l'université. Ça, c'est juste des moyens pour exprimer une singularité particulière, ce qui est celle de tel ou tel individu. Je ne peux pas dire que, parce que j'ai lu Guy de Maupassant ou bien Paul Verlaine, qui sont deux auteurs que j'admire énormément, ce n'est pas parce que je les ai lus que ma vision du monde profondément a changé. Non, en lisant Maupassant, je me disais, ah, il parle des djinns comme ma mère. Parce que Guy de Maupassant, il parle tout le temps de la possession, le hors-là et tout ça. Pour moi, la littérature et la théorie, si elle ne prend des autres, si elle ne nous donne pas le sentiment que nous avons raison de nous accrocher à nos névroses, même quand elles sont très folles, à nous accrocher à nous accrocher à ce que nous sentons comme étant
notre substance essentielle. La littérature, elle sert à nous aider pour arriver à ça, et non pas à ce qu'on passe sa vie à faire la citation de la littérature des autres. Vous dites j'ai rêvé de Paris. C'est un pays pour mourir, pour revenir à la littérature. Et le premier ouvrage dans lequel vous exprimez votre rapport à la France, davantage que les autres. Je vais le présenter et vous allez nous lire un passage. Un pays pour mourir, à travers des fragments de vie qui s'entrechoquent violemment les uns contre les autres. Un pays pour mourir suit ses immigrés, rêveurs et invisibles, dans leur dernier combat. Des destins fracassés au cœur d'un monde post-colonial où trouver sa vraie place, avoir une deuxième chance, s'avère impossible. Ces protagonistes ne font que s'évader, quitter un Maghreb, une famille, eux-mêmes, s'échouer dans un pays pour mourir qu'est la France. Au cœur du récit, Zahira, prostituée sur le déclin, hantée par ses souvenirs de jeunesse, courtisane au cœur d'or, accueille entre ses jambes les immigrants brisés qui aboutissent à Paris, leur offre un peu de plaisir, un peu de réconfort, souvent en échange de 3 fois rien. Un ami à l'aube de la grande opération qui se révolte contre son propre sort se souvient lui aussi de son passé, de ses sœurs qui le transformaient en fille, elles qui ont toutes été mariées ou vendues au loin. Les mots impudiques témoignent sans vulgarité de ce quotidien qui dépérit lentement au même rythme que les rêves de jadis dont ils ne peuvent s'évader. Ce livre fait mal, tant en déclenchant un élan de liberté, malgré le cul-de-sac que présente cette France qui se voulait salvatrice. Un pays pour mourir, physiquement, mais aussi d'une façon plus intime, signifie se transformer vers une acceptation de soi, de son immuabilité. Un pays pour mourir évoque avec tendresse et amertume les vies brisées qui s'échouent dans un Paris froid et raciste. Vous voulez lire le passage? Donc je lis un petit extrait. Demain je la coupe. Tu m'entends, Zahira? Je passe à l'acte, c'est définitif. C'est Dieu qui le veut, c'est pas moi. Tu me soutiens toujours? Tu crois que j'ai raison? Demain je la coupe totalement. Elle sera effacée, désintégrée. Je ne vais pas souffrir. Je serai en train de dormir. À la place, j'aurai autre chose. Une ouverture. C'est le docteur Johansson qui fera l'opération. J'ai confiance en lui. Il n'est pas français, il est suédois, de Stockholm. C'est lui qui me l'a dit. Il est blanc, bien sûr. Il est beau, très beau, bien sûr. Depuis que j'ai commencé le protocole de 3 ans, je fantasme sur lui, sur ce qu'il est quand il enlève sa petite blouse trop blanche de docteur. Je ne connais pas son prénom, son nom me suffit. Depuis le début de cette semaine, chaque semaine, je répète son nom pour m'endormir. Je la coupe. Tu m'entends, Zahira? Je n'en veux plus. Quel soulagement, quel pied, quitter enfin ce territoire maudit des hommes, sortir, partir, changer, me révéler enfin. Qu'il le veuille ou pas, je serai autre, je serai moi-même. Je la coupe, sans but, sans verge, sans excroissance, sans sperme, sans couilles, sans cette chose inutile entre les gens qui nous bousillent la vie depuis toujours. Tu me comprends? Tu trouves cela drôle? Alors ris, ris un peu, Zahira. Oublie ton malheur, oublie tes pauvres clients parisiens fauchés et ris. Qu'est-ce qui se passe? Tu as encore une fois baissé tes tarifs? Oui, c'est cela. La pauvre, tu me désespères, vraiment. Sois un peu comme moi, s'il te plaît, ne me déconcentre pas. Sois avec moi. De toute façon, tes crises à toi ne finiront jamais. Restant plutôt concentré sur mon grand jour à moi. Demain, je serai comme toi. Demain, je prends ma revanche. Demain, je les emmerderai tous. Je ne quitterai pas ma haine pour eux. Non et non, je la garderai, ma haine. C'est elle qui me permettra de survivre encore et toujours dans ce monde de chiens enragés, de trop de cul à jamais assoiffés. Je vais la bichonner, ma haine. Je lui ferai un petit mausolée dans mon appartement. Rien que pour elle. Tu me suis, Zahira? J'ai raison, non? Toi, ce n'est pas ton moteur, la haine, je sais. Mais moi, depuis toujours, et pour toujours. Si je pouvais, je les tuerais tous, l'un après l'autre.
Je les placerai contre le mur. Je les regarderai droit dans les yeux. Je reculerai un peu, juste un peu, et puis je donnerai le signal à mon armée. Mes ennemis seront fusillés en 2-3 secondes. J'assisterai à leur mort, lente ou rapide, satisfaite, dans la jouissance vraie enfin. Ah, quelle vie et quelle vengeance! Je l'ai bien mérité ma revanche, j'ai payé pour, j'ai tout donné. Ma peau, mon sexe, mon cul, tous les fantasmes qu'ils avaient dans leurs pauvres têtes de clients coincés, je les ai réalisés. Tu le sais, toi, Daniela, tu en as été le témoin privilégié. Je me cassais le dos à force d'être penché toutes les nuits, courbé durant des heures, dans le froid glacial de la porte de fille, dans leurs moqueries, leurs imbécilités, leurs lâchetés. Mon appartement, derrière le métro blanche, il est à moi. Je me suis démerdée comme une vraie tigresse, une vraie diablesse pour l'avoir. J'ai bossé non-stop. Je ne suis pas comme toi, moi. Quand le sorcier Ménite de la porte Saint-Denis a proposé de me faire des sorts plus forts, des sorts diaboliques pour attirer encore plus de clients, je n'ai pas hésité. J'ai dit oui, j'ai foncé. Je n'ai pas fait la pure comme toi, l'hésitante, celle qui a encore un cœur, des valeurs. Non, cela n'aurait servi à rien. Il faut qu'ils payent tous ces hommes, ces frustrés, ces affamés du sexe, ces connards. Je veux tout leur argent, tout, le maximum de fric. Je ne les aime pas de toute façon. Ni à Alger, où je me suis fait violer gratis durant des années, ni ici dans ce trou qu'on ose encore appeler la plus belle ville du monde. Voilà, je m'arrête là. C'était volontaire de pousser encore dans la recherche des corps? Je pense que c'est une idée c'est l'idée de la transformation. Quand on a un sujet ou un thème ou une image dans sa tête et puis qu'elle vous obsède et tout ça, ça ne suffit pas d'avoir cette idée. Il faut trouver le moyen de la transformer dans quelque chose qui soit beau, qui ait une certaine valeur ou un certain... Donc je pense que la littérature, dans son essence même, est une histoire de transformation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir vécu dans ce mélange de corps avec mes sœurs et ma mère, c'est-à-dire j'assistais à tout et elles assistaient à tout pour ce qui me concernait. Donc les frontières des corps, les frontières des identités et des sexualités, c'est quelque chose qui n'est pas totalement établi pour moi, et c'est très pour eux tout ça. Ce n'est pas parce que je suis homosexuel et je le revendique et tout ça, hein, et je ne veux pas être dans une forme d'extrémisme par rapport à ça. L'identité pour moi ne doit pas être quelque chose de fermé. Il doit toujours être ouverte à d'autres choses, à d'autres corps, à d'autres venants, si je peux dire, des gens qui viennent, des déserts, je ne sais pas quoi. Mais tout ça, c'est la littérature par essence. En fait, il n'y a pas de volonté chez moi, avec ce livre, d'aller encore un peu plus loin. C'est juste Ni dans la défense des opprimés. Non, non, c'est pas ça, parce que tout ça, si je peux dire, c'était déjà dès le départ dans ce que j'écrivais, dès les premiers livres. Ce qui change, pas autant. Non, pas autant. Alors, pas exprimé. Ce qui a changé, je pense, c'est l'évolution. L'évolution de moi-même en tant qu'être qui réfléchit, qui suit le monde, qui subit le monde, qui a envie de plus en plus de réagir par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc une vision politique des choses, et surtout, de plus en plus, je n'ai plus peur. Quand je suis à côté d'un riche marocain, je sens qu'il y a quelque chose chez moi qui baisse, qui a envie presque de lui baiser la main, mais je ne le ferai pas. C'est-à-dire, l'Abdella de 41 ans n'a plus peur. Je n'ai plus peur Et vous n'avez plus peur de parler non plus Non, mais ça fait longtemps que je parle. Non. Mais même quand j'étais là au Maroc, ma mère elle criait, je criais à côté d'elle. Je n'ai plus peur, par exemple, Vous allez encore plus profondément dans les choses. Je n'ai plus peur d'être à côté d'un Français et que même si je sens
qui lui, c'est ce que je disais l'autre jour à Tanger, que lui ne comprend pas au fond tout ce que je suis en train de dire et le monde que je suis en train de décrire, et que pour lui tout ça c'est une forme de masse, une masse quoi, un peu comme si on était encore colonisé, les indigènes et tout ça. Ça ne me fait plus moi me rabaisser. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'étais à Paris, quand j'ai débarqué à Paris, je me rappelle que avant de sortir avec un certain rendez-vous, je me préparais dans ma tête, je faisais la liste de ce que j'allais dire, comment j'allais le dire, les références que j'allais prononcer, pour paraître un Marocain digne, quelqu'un de bien. Aujourd'hui, j'ai un peu de remords. Enfin, je l'ai fait pour arriver à ce que je voulais faire. C'est très bien d'avoir fait. Mais aujourd'hui, je dis que ce n'est pas normal que je sois seulement quelqu'un de bien parce que validé par quelqu'un qui est français, qui estime parce que je lui cite tel ou tel écrivain, tel ou tel cinéaste, et donc je suis quelqu'un de bien. Il fallait à un moment donné l'appliquer aussi à la société française, à la façon avec laquelle elle gère, ou pas d'ailleurs, ces corps nouveaux qui arrivent, et dont elle se désolidarise assez vite. Parce que ces êtres n'ont pas peut-être les moyens intellectuels, n'ont pas les bonnes références, ne sont pas assez malins comme moi je le suis, ne savent pas se mettre en scène comme je peux le faire, et donc du coup ils sont relégués dans un autre monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que moi j'écris des livres et que j'ai plus ou moins maîtrisé la langue française que je suis un meilleur immigré que les autres. Non, bien sûr. Non, je ne dis pas que vous dites ça, je dis juste que c'est ça ce qu'il y a. Je veux dire, quand je passe à côté non, il suffit que je prenne le métro, ou bien que je sorte dans la rue, je croise tous les jours des immigrés qui n'ont pas eu autant de chance que moi, qui n'ont pas pu se battre comme moi j'ai pu le faire, mais ça ne veut pas dire que je ressens pour eux un lien bien sûr. plus fort peut-être qu'avec mon éditeur aux éditions du Seuil. Est-ce que la célébrité est plus belle que vous? Est-ce que vous vous sentez mieux que... Je suis content que par exemple quand j'ai envie d'exprimer quelque chose et que j'envoie mon papier à tel quel et qu'il le publie, et que je l'envoie au quotidien français Le Monde et que ça soit publié. Ça, je suis extrêmement content. Très, très, très content. Je dirais même plus content qu'un de mes livres sort. Parce que la société d'un livre, c'est quelque chose de très, très, très névrotiquement impossible à gérer. Alors qu'un article politique pour dire une chose très précise sur tel ou tel événement qui paraissent par exemple dans Le Monde, tout ce que mes articles sont parus dans Le Monde, je suis extrêmement, je ne vais pas dire le mot fier, mais quelque chose qui se rapprocherait de ça. Je dirais même à chaque fois que je vois mon nom dans Le Monde, je dis, ah, mais ça c'est le pauvre de Haïs Salem publié dans Le Monde. C'est-à-dire que je mesure le chemin, c'est-à-dire c'est pas pour ramener cette histoire à la pauvreté, c'est pour ramener cette histoire à une histoire de chemin, tout ce qui sépare quelqu'un comme moi de Paris, de ce journal, et surtout qu'est-ce que j'ai fait moi pour y arriver. Parce que je peux vous dire que tout ça n'est pas tombé du ciel. La France ne m'a pas fait de cadeau. Enfin, la France m'a permis de mener des batailles, des guerres. Et ça, c'est, je dirais même Paris, pour être précis. Et ça, je lui en serai éternellement reconnaissant. Que la possibilité de mener la guerre est arrivée à quelque chose de concret. Je pense que c'est cela ce qui a fait que je suis parti du Maroc. C'est que j'ai senti pendant des années, que je serai toujours vu comme un pauvre ici. Toujours. Enfin, pas d'une manière par les mots, tout ça, mais toujours quelqu'un qui vous, juste par le regard, et donc quoi que je fasse, il y aura toujours... Mais d'ailleurs, on me le reproche jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y a plein d'intellectuels dans ce pays qui trouvent que je n'ai pas de vocabulaire.
Mais c'est sérieux, c'est que... Le talent n'est pas lié au vocabulaire. Pourtant, il faudra le leur dire. Il faudra le leur dire parce qu'il y a encore dans ce pays une histoire de... Il y a une histoire de... Ça me fait revenir à cette histoire de... C'est une forme de colonisation qui est presque continue aujourd'hui au Maroc, ici. Dans les têtes, il y a un certain niveau d'absence, si je peux dire, qu'il faut avoir pour être reconnu comme celui qui maîtrise la langue française et qui peut dire telle ou telle chose. Exprimer les choses d'une manière aussi simple, entre guillemets, comme je le fais, ouais, pour certains, hein, moi ça m'arrête pas à ce genre de choses. Mais je vous dis juste que si j'étais resté là, je n'aurais pas pu mener de bataille. Bien sûr. Est-ce que ce livre est aussi un petit peu un message que vous adressez aux Marocains sur ce qu'est la France aujourd'hui? Non. Des fois, il y a des... Non. Pour qu'ils aient conscience de ce que c'est et d'arrêter de rêver sur... Non, il n'y a pas... Pour une œuvre, ça peut être un article, comme ça peut être un poème ou un livre, ou un film, ou je ne sais pas quoi d'autre. Moi, personnellement, je ne crois pas à cette histoire de message comme ça, surtout dans un roman. Dans le livre, Lettre à un jeune Marocain, oui, il y avait un message clair, quelque chose, mais que chacun, quand on a contacté ces écrivains ou ces artistes, ils étaient libres de remplir le contrat. Pourquoi vous voulez faire ce livre? Pourquoi je voulais faire ce livre? Pour une raison très simple. C'est qu'en 2007, il y a eu deux frères islamistes qui se sont fait exploser à Casablanca. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils sont allés au cybercafé, et que le gars du cybercafé a fermé, et puis eux ils ont fui. Et pendant 24 heures, ils circulaient dans Casablanca, et la police était à leur trousse, et on ne savait pas s'ils allaient être arrêtés ou pas. Et le lendemain matin, ils se sont fait exploser pas loin du centre culturel américain, je crois. Ouais. Et ils n'ont tué personne, sauf eux-mêmes. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'avait totalement bouleversé. Parce que je me disais, le Maroc va dire, ce ne sont pas nos enfants, on ne les a pas élevés comme ça, ce n'est pas ça l'islam, etc. Tout le tralala habituel. C'est-à-dire, tout de suite, une autre désolidarisation. C'est-à-dire presque, voilà, dites que vous ne savez pas, ce ne sont pas nos enfants. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'avais envie de répondre à ça. J'ai pensé au livre du poète Rilke, Lettre à un jeune poète. Et je me suis dit, je vais m'inspirer de ça. Et au départ, je voulais faire le livre tout seul. Juste moi, écrire une lettre. Et après, je me suis dit, oh là là, il faut être encore malin. Le Maroc n'acceptera jamais qu'un homosexuel, comme ça, donne directement des leçons à ses enfants. Bon, il faut être malin, donc on va appeler aussi les autres pour associer à ça. Mais c'était encore mieux qu'il y ait d'autres voix que seulement la mienne. Et ce livre a pu exister d'une manière, je pense, assez forte ici au Maroc, parce que j'ai eu l'idée d'aller demander rendez-vous à Pierre Berger, que je ne connaissais pas. J'ai appelé la fondation. Et je disais, voilà, je voudrais... on me l'a donné. Parce que je me suis dit, ce livre, il faut que les Marocains l'aient. Et les Marocains n'achètent pas. Genre, on sait très bien que les Marocains n'achètent pas beaucoup de livres. Donc il fallait que ce livre soit gratuit. Et donc je suis allé le voir, je lui ai exposé mon idée. Et il m'a dit oui tout de suite. Quand le livre sera prêt, vous revenez avec moi, vous le faites le lire. Et on continuera l'aventure. Donc voilà, donc ça, c'est un livre, un message qui a pu, comment dire, qui a pu arriver au sens propre. C'est un message qui a pu être délivré. Et ça, c'est pour moi quelque chose de très important. Et je remercierai jamais assez Pierre Berger de m'avoir et de nous avoir soutenus pour cela, pour faire arriver ce message. Revenu le voir, j'ai repris rendez-vous à la fondation. Et donc je lui ai dit, voilà, on l'a fait en français, il faudra le traduire en arabe. Et donc voilà, donc on a refait la même opération. Et tel quel, c'est le magazine tel quel a été un partenaire avec nous pour distribuer le livre. Donc non, dans ce livre, il n'y a pas, un billet pour Méré, il n'y a pas de message, il y a... C'est pas un message, un dialogue que vous entretenez avec
avec la jeunesse marocaine. Au risque de paraître un peu arrogant, c'est pour moi une œuvre. Donc il y a plusieurs niveaux des choses. Il y a l'histoire qui est racontée, mais il y a aussi quelque chose de plus profond, un rapport au temps qui est particulier dans ce livre. Le temps passé, présent, futur, on sort de cette configuration habituelle. Il y a aussi une ligne qui circule dans ce livre qui est le post-colonialisme. Ce sont des êtres qui incarnent le monde post-colonial dans un pays, la France, qui ne veut toujours pas faire face à son colonialisme. Il y a encore plein de choses qui sont de l'ordre de l'impossible pour la société française encore aujourd'hui. Et voilà, donc il n'y a pas de message politique, il n'y a pas de... Il y a une envie de construire quelque chose de poétique et d'assez fort, j'espère. Vous évoquez Genet et sa tombe dans le DVD qui paraît de votre film. Il y a un court-métrage que j'ai fait qui s'intitule La tombe de Jean Genet, oui, et qui est dans le DVD du film, mon premier film, L'Arme du Salut, qui est en bonus. Mais Jean Genet... Je voulais vous demander de lire un petit passage d'abord pour commencer sur Genet. On va faire un flashback là, donc on va remonter à 2000. Ali, bien sûr, me plaisait beaucoup, je le regardais discrètement, je l'adorais des yeux en douce, et dans le cœur, j'avais un désir fort d'être avec lui, de sortir avec lui un moment, rien que lui et moi un moment. Malika, comme si elle avait lu dans mes pensées, me sauva. Mon fils chéri Ali, le couscous ne sera pas prêt avant 2 heures de l'après-midi, emmène Abdallah dans la ville, montre-lui les rues de l'Arrache, le souk, guide-le, emmène-le sur la tombe de Génie. Je ne connaissais pas ce saint, Saint Génie. Ma mère Barka m'avait fait aimer depuis tout petit les saints, leurs tombeaux et leurs barakas. Je répondis au priant, oui, oui, je veux voir la ville et surtout Génie. Ali, la gentillesse incarnée, a dit « Sans problème, viens avec moi, cela fait longtemps que je ne suis pas allé sur sa tombe. » C'est ça ce qu'il fallait que je lise. En fait, vous savez que les écrivains sont de grands menteurs. Et des grands voleurs aussi. En fait, là, ce que je raconte là, c'est un mensonge. C'est pas du tout comme ça que j'ai découvert Jean Genet. Mais je pense que j'ai estimé, je m'estime en tout cas autorisé à inventer mon propre mythe par rapport à Jean Genet. C'est très important ça, de ne pas tout le temps être, pour moi en tout cas, d'être dans la continuité de ce qui a été inventé pas avant moi, mais ce qui a été inventé et répété. Avec, ça devient presque comme une image liée à tel ou tel écrivain. Moi, j'avais envie de faire que Jean Genet soit déjà avec les pauvres, qu'il fréquentait d'ailleurs tout le temps au Maroc. J'avais pas envie de faire celui qui a connu l'œuvre qui connaît très bien l'œuvre de Jean Genet et qui va vous expliquer, vous épater par sa connaissance de l'œuvre de Jean Genet. Moi, j'avais envie de dire, je sais pas comment dire, j'avais envie que mon fantasme intime et sexuel de Jean Genet soit réel. C'est-à-dire, quand j'étais petit, il y avait 2 hommes comme ça qui me faisaient ça. Il y avait lui, j'avais envie d'être son petit ami pour aller vite. Il y a lui et Michel Foucault après. Quand j'ai vu une image de Michel Foucault, le crâne, je sais pas, il y a une forme de... Bon, après j'ai appris plein de choses sur Michel Foucault et ce mythe est tombé, mais n'empêche, c'était un rapport physique. Ça passait pas par le... Ça passait pas par les idées intellectuelles. C'est comme si, et d'ailleurs ça pour moi c'est une chose très importante, que le livre et l'homme se confondaient. Et ça c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc quand j'ai écrit ça, je me suis permis d'inventer ce gros mensonge, ou ce beau mensonge, ou d'écrire mon propre mythe. Parce que Jean Genet, je pense, et d'ailleurs ce mythe se base sur quelque chose de vrai, Jean Genet
existe dans les couches populaires. Les gens se souviennent encore de lui. Les gens à Salé, à Rabat, à La Laïch, à Marache, à Tanger, il a laissé une trace. Et c'est pour cela qu'il va devenir un jour un saint dans ce pays. Mais un saint des Marocains, pas un saint de Jean-Paul Sartre. Un saint du peuple, un saint de... C'est-à-dire que les saints dans ce pays deviennent saints parce qu'il y a une ferveur populaire et qu'avec le temps, il y a une forme de transformation qui s'opère. Quand on creuse dans l'histoire des saints marocains, beaucoup qui sont vénérés par des musulmans, beaucoup n'étaient pas musulmans. Même ici à Marrakech, il y en a plein qui sont... Les 7 saints des Sawara, Voilà. chrétiens convertis. C'est pas... Voilà, quelqu'un qui a eu un lien avec tel ou tel peuple. Et Jean Genet, avant même que je lise, que j'entre dans son œuvre, je sentais ce lien qui existait, qui préexistait. Et c'est cela qui m'a, si je peux dire, qui a fait que je me suis permis de faire ce mensonge. Vous l'aimez tant, c'est une si belle lettre. Adjani, 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 Isabelle Adjani. Tout un chapitre de haut vol. Le cadeau de ce beau livre qui relie les différences, la cerise sur le poème. Quelle grande, belle et incroyable déclaration d'amour que vous lui avez faite. A-t-elle lu cette lettre? Non, je pense pas encore. Voilà, mais vous savez, Isabelle Adjani n'est pas là dans ce livre parce que moi j'ai envie de dire que j'adore Isabelle Adjani, que c'est une grande actrice. Si c'était seulement ça, je l'aurais jamais fait. Déjà évoqué oui, je l'aurais auparavant plusieurs fois. Oui, et puis je ne me serais jamais permis de faire tout ça juste pour dire j'aime une actrice. Non, mais c'est aussi un tellement bel hommage. Je ne sais pas si elle va aider dans ce que j'écris sur elle. Elle paraît comme extra folle. Oui, mais non, c'est un très bel hommage. Non, c'est Isabelle Adjani. Et là, c'est parce que c'est le corps postcolonial par excellence. Le père d'Isabelle Adjani était kabyle, algérien kabyle, et sa mère allemande, et elle est française. Elle a incarné les héroïnes les plus mythiques de la France, la fille de Victor Hugo, Adèle H, Camille Claudel, la reine Margot. Elle est à la fois très française, mais en même temps française autrement. Et moi, quand je la vois jouer, l'intensité folle qu'elle met dans son interprétation, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre elle et ma mère et mes sœurs. C'est la même intensité, c'est la même folle envie d'être dans quelque chose profond, noir de la vie, mais en même temps de le dépasser. Et je pense que vous connaissez tous ce moment que je cite dans le livre du film Possession, où pendant 3-4 minutes, elle est en transe. Et quand on voit ça, c'est exactement ce qu'il y a ici au Maroc. Voilà, mon amour pour Isabelle Adjani est une chose, mais s'il n'y avait pas de lien avec le livre, je ne l'aurais jamais fait. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'Isabelle Adjani, quand elle est une telle star en France, et en même temps, la France se permet régulièrement de la maltraiter. Par exemple, on se permet des choses avec Adjani qu'on ne se permet pas avec Catherine Deneuve. C'est ce que je constate moi en tout cas. Merci. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes notre Nelson Mandela, parce que vous allez libérer les esprits, mais encore plus, vous êtes notre Abdallah Dahlia. Donc voilà, c'est un plaisir de vous entendre. Mais en fait, ma question, c'est que vous n'avez pas parlé d'islam. C'est que pour moi, s'il y a une chose qui fait que la jeunesse soit aussi étouffée, parce que par exemple, moi j'ai reçu une éducation religieuse, comme tous les Marocains, à relire le Coran. C'était pour moi un endoctrinement et donc oui, ça prend du temps quand on est jeune de se libérer avec ça, surtout quand on découvre Nietzsche. Donc voilà, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que ça fait pas partie un peu de cette mentalité aussi Enfin, ça en fait partie, certes, mais je voudrais avoir votre avis là-dessus. En tout cas, on ne peut pas réduire l'islam à cette chose
véhiculée aujourd'hui de cette religion. C'est-à-dire, on a l'impression que l'islam, c'est le terrorisme islamiste. C'est pas possible. L'islam, c'est quand même le Jahid, Averroès, Ibn Khaldoun, le Mutanabbi, le soufisme, Rabi' al-Adawiya, Tawq al-Hamama, le collet de la colombe. Pour nous, arabes, et donc de culture musulmane, et vous définissez la musulmane comme vous le voulez, ce que je viens de citer là, les noms, c'est des choses aussi extraordinaires que Montaigne et Shakespeare. Que l'Occident ne s'en rende pas compte, c'est son problème. Mais ce n'est pas à nous de nous excuser encore une fois aujourd'hui. Et certainement pas. Je dirais même que le temps est venu pour réveiller tout ça. Parce que quand même, quand vous lisez le Jahid, vous connaissez le Jahid, j'espère que vous connaissez le Al-Jahid, il est traduit en français. C'est des choses extraordinairement libres, extraordinairement inventives, extraordinairement courageuses. Pour moi, l'islam, c'est une façon d'être, une couleur, une odeur. C'est lié à quelque chose de culturel et de vital. Je ne peux pas dire « Ah, je renonce à l'islam ». Ça n'a aucun sens. Parce que renoncer à l'islam, c'est renoncer à tout ce que je viens de citer. Je ne suis pas en train de dire que la religion est une bonne chose. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est l'utilisation politique, d'un côté comme de l'autre, qu'on fait de la religion, qui fait que cette religion devient cette chose fermée, qui chacun il te dit tu fais le ramadan, tu ne fais pas le ramadan, ah tu n'es pas bon musulman. Mais ça, même si on en souffre, il ne faut pas oublier le reste aussi. C'est très important. Si Daesh existe aujourd'hui, cette vague de terrorisme islamiste, si je pense parce qu'ils ont vu que justement pendant le printemps arabe, la jeunesse ne s'est à aucun moment réclamée de l'islamisme. On oublie de le dire ça, c'est quand même très important. Je pense que vous vous souvenez tous que la jeunesse arabe, à aucun moment, d'ailleurs vous vous souvenez que même les partis islamistes ne voulaient pas rejoindre le 20 février au Maroc au départ, ne voulaient pas, les frères musulmans ne voulaient pas rejoindre en Égypte. Vous vous souvenez? C'est-à-dire c'est des jeunes qui sont en dehors de l'endoctrinement justement religieux musulman, quel que soit le type de cet endoctrinement, dont nous souffrons tous. Donc voilà, donc il est hors de question, en tout cas aujourd'hui, de renoncer à quelque chose que j'estime précieux pour moi, je sens un lien fort, juste pour faire plaisir à je ne sais qui. Donc voilà, il faut savoir faire la part des choses. Il faut critiquer, il faut critiquer, se révolter contre les choses les mauvaises, celles qui ne tuent réellement, qui nous asphyxient et qui sont souvent de l'ordre des politiques, religieux, politiques qui utilisent la religion pour telle ou telle chose. Mais il ne faut pas oublier aussi que nous sommes aussi dans un monde post-colonial et que l'Occident, par exemple, n'a aucune idée de qui est Al-Jahid et à quel point, je ne sais pas moi, les poèmes al-Mu'allaqat, c'est des choses très importantes pour nous. C'est-à-dire c'est des œuvres littéraires, c'est pas du folklorisme oriental, c'est pas des choses comme ça mais ça a une réelle valeur. Alors il faut à la fois l'Occident, enfin le sache ou pas, je ne sais pas s'il va finir par se rendre compte, mais surtout je dirais nous, qui sommes en phase de culture musulmane, ou nés dans un pays de culture musulmane, aussi à, je sais pas comment dire, à réveiller ça aussi. Voilà. Parce que ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de révolte dans ce pays, ce n'est pas vrai. On se souvient tous, c'est très bien ce qui s'est passé dans les années 60. On donne de la vision des Marocains comme s'ils étaient tous abachis, qui n'ont jamais connu l'insoumission et les révoltes. Mais il y a d'abord eu la guerre des Rifs après l'indépendance. Et puis les manifestations des étudiants à Casa, Rabat, à Fès jusqu'aux années 90. Il faut se méfier de la propagande, de l'image qu'on veut donner des Marocains et de la réalité. Je pense que c'est de creuser un petit peu comme ça dans la tête de chaque Marocain, vous trouverez quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle un tawar au Tolante. Vous avez parlé du printemps arabe et du mouvement du fin février en Maroc. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un regard intérieur en étant extérieur aussi de ce qui s'est passé. Et je vous demande, qu'est-ce que
Pour vous, qu'est-ce qui a changé depuis le 20 février? Vous avez parlé de changement, mais c'est quoi pour vous aujourd'hui? Je le constate par exemple avec mes neveux et nièces. Ils ont une conscience politique. Écoutez tout ce que tu as dit avec attention et tu as bien compris que l'essentiel je le partageais. La lettre que tu as écrite à ta mère est un admirable monument de courage. Moi j'en ai écrit une à la mienne quand j'avais 20 ans. Je l'ai publiée aussi. Elle est moins courageuse que la tienne parce que je n'avais pas d'obstacle majeur à affronter. Tes questions sur le Maroc que tu connais mieux que personne, et Paris que tu connais aussi bien que tout le monde, sont évidemment d'actualité. J'ai tout à fait apprécié ce que tu as dit de la colonisation, de ce qui pouvait rester de colonisation. Tu as totalement raison. Merci Elsa de m'avoir invité. Voilà, soyez heureux et libres. Non, mais il y a juste cette idée comme faire des manières comme ça, de manière je vous donne des messages.